Bonsoir, nous sommes le mardi 9 septembre, il est près d'une heure du matin, et je voudrais vous parler des protocoles des sages de Sion. En 2012, il y a 12 ans, j'ai publié un ouvrage sur Théodore Herzl et sur les protocoles des sages de Sion, aux éditions Ramcat. Et je voudrais faire le point sur cette question. J'en ai parlé récemment avec des amis, et donc voilà, je me suis dit je vais faire peut-être un effort pour revenir sur ces sujets, bien que j'ai quand même perdu un peu le contact avec ce sujet, donc j'en parlerai un petit peu avec du recul. J'en parlais déjà en 1999 dans ma thèse d'État, dont une partie est consacrée au protocole des sages de Sion. Et puis donc en 2002, la partie consacrée à la thèse d'État a été reprise dans cet ouvrage, qui a complété sensiblement d'ailleurs ce qui était dans la thèse d'État. Et entre-temps, j'ai publié des articles sur ce sujet, sur les origines à la fois du sionisme et à la fois les origines des protocoles des sages de Sion. Alors, donc, je voudrais simplement faire un effort avec vous, puisqu'en fin de compte, quand je prends la parole, c'est pas forcément pour faire une conférence avec des choses que je sais ou que j'ai en tête, mais c'est une réflexion que je mène devant vous spontanément, une sorte d'improvisation, en fait, comme je le fais très souvent. Alors, il y a la genèse des protocoles des sages de Sion. Il faut la rechercher dans l'antitalmudisme allemand du milieu du XIXe siècle. Il y a tout un processus qui est lié, il faut bien le reconnaître, à une meilleure connaissance de la littérature juive par les non-juifs. Et cette connaissance, notamment du Talmud, n'a pas eu forcément des effets très favorables sur l'image des Juifs. Et les protocoles de sages de Sion ne sont finalement qu'une façon d'orchestrer un sentiment qui a déjà été vécu à propos du Talmud. Et c'est pour ça d'ailleurs que certaines éditions des protocoles comportent des extraits du Talmud. En Allemagne, les protocoles n'ont pas été fabriqués en Allemagne, mais il y a d'autres textes qu'a bien recensé Norman Cohn dans son ouvrage sur les protocoles des sages de Sion, comme le discours du rabbin une sorte de rabbin qui parle à ses coreligionnaires bien avant la publication des protocoles des sages de Sion, quelques décennies plus tôt, et qui dit des choses qui ressemblent beaucoup au protocole des sages de Sion. Enfin, j'ai rien inventé en disant ça, mais je dirais plutôt qu'il y a des gens qui oublient ces prémices. Tout comme il y a des gens qui croient que l'État d'Israël date de 48 ou 47, alors qu'en réalité, il y a eu des prémices déjà dans les années 1920 avec la création, avec le mandat britannique qui visait, dont la vocation première était l'instauration d'un foyer juif en Israël. Enfin, ça n'a rien à voir, mais c'est une façon de dire que souvent les gens ne remontent pas assez haut dans le temps. Ils disent voilà, c'est né à ce moment-là, et ils ne savent pas que les choses ont précédé. Je rappelle d'ailleurs d'autres ouvrages ou d'autres chercheurs qui ont travaillé dans des sujets un petit peu connexes que j'ai interviewés il n'y a pas longtemps, comme Charles Novak et comme Emmanuel Kreis. Alors, bon, c'est un fait que les protocoles, dans leur version définitive, si on peut dire, sont parus en russe. Et que c'est à partir du russe qu'on les a traduits en allemand, en tchèque, en anglais, en français, etc. On les a traduits d'ailleurs assez rapidement, contrairement à ce que certains pensent ou ont laissé croire comme Taguieff. Dès 1909, il y avait une traduction allemande qui était parue dans les actes
du Parlement de Vienne en Autriche, de l'Autriche la monarchie austro-hongroise. Et paru pas dans n'importe condition, puisque paru justement, donc, ça peut paraître incroyable, mais paru dans les protocoles, on pourrait presque dire, les protocoles du Parlement de Vienne. Et curieusement d'ailleurs, ça avait été présenté très rapidement comme étant en fait l'œuvre de Chaboty. On avait attribué à Chaboty les protocoles des sages de Sion, et c'est sous cette attribution qu'ils ont été présentés, je crois, par des indépendantistes de Tchèques devant le Parlement de Vienne. Alors, on sait très bien qu'effectivement, le scénario général et le texte général a été repris des dialogues de Maurice Joly, qui étaient parus sous le Second Empire et qui ne parlaient pas du tout des Juifs, enfin, comme ça. Mais ces dialogues ont été apparemment traduits, je me crois me souvenir, ils ont été traduits dans plusieurs langues, dont l'allemand. Donc, je pense que c'est plutôt vers l'Allemagne, en tout cas le monde germanophone, aussi bien l'Autriche-Hongrie que la Prusse, et la Prusse, donc l'Empire uni qui s'était constitué à l'issue de la guerre de 1870, avec le couronnement versaillais. Et donc c'est ce terreau allemand qui est nourri d'antitalmudisme, qui est nourri de romans où on met en scène des rabbins qui parlent des projets juifs, etc. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il s'agit avant tout de montrer, enfin, les antisémites veulent montrer avant tout que les juifs, aussi laïcs seraient-ils, aussi déjudaïsés seraient-ils en fin du XIXe siècle, ont gardé les mêmes instincts, les mêmes habitudes que les juifs talmudiques. Et c'est en ça que je dis souvent que les protocoles de sages c'est une sorte de pseudo-Talmud. Parce que dans le Talmud aussi, les juifs parlent entre eux et ils disent des choses sur les non-juifs. Et c'est exactement le propos. Donc c'est une forme d'antisémitisme où on n'attaque pas les juifs, mais on les met en scène, on montre, regardez ce que les juifs nous disent, et puis en quelque sorte, nos comments, regardez ce qu'ils disent. Curieusement, bien qu'effectivement les protocoles étaient traduits en allemand, et probablement d'abord en tchèque à Prague d'ailleurs, dès 1909, et à Berlin dès 1919, leur fortune est d'abord apparemment anglophone, à telle enseigne que les éditions françaises des protocoles des sages de Sion vont porter le nom anglais, souvent, Protocols, sans E, P-R-O-T-O-C-E-C-O-L-E-S, L-S, sans E. Et donc ça montre bien que, et d'ailleurs même le débat sur l'authenticité des protocoles de sages de Sion est un débat qui a d'abord été développé en Angleterre. Donc les Anglais jouent un rôle majeur dans toute la question des protocoles des sages de Sion dès les années 1920. Rappelons aussi en passant que un des premiers éditeurs à avoir fait connaître les protocoles des sages de Sion n'est autre que Bernard Grasset, l'édition Grasset. Et donc ces protocoles des sages de Sion, ils sont inspirés, on peut le penser, par les congrès sionistes. Et c'est pas par hasard que le mot Sion est apparu dans les protocoles de sages de Sion. Ça renvoie de manière très évidente aux congrès sionistes. Et donc on peut dire que si les protocoles de sages de Sion sont un plagiat des dialogues de Maurice Joly, ils sont également une espèce de récupération
des protocoles des congrès sionistes. C'est-à-dire que les congrès sionistes comportaient des protocoles, et que je reproduis d'ailleurs, je reproduis les pages de titre dans mon édition, et on fait de faux protocoles, mais d'un vrai congrès, de vrais congrès qui sont tenus à Bâle en 1897, mais les années suivantes aussi, 90, 99, etc., toujours en Suisse. Et après, ça s'est un petit peu plus diversifié. Donc, il paraît clairement que ce sont des éditions en russe qui sont censées avoir traduit en russe des textes en allemand, en fin de compte. Pourquoi? Parce que tout simplement, le congrès de Bâle s'est tenu essentiellement en allemand. Herzl parlait couramment allemand, il écrivait en allemand, son Judenstadt est en allemand. Et donc on peut dire qu'encore une fois, l'allemand est au cœur du problème. Il est au cœur du fait de la production antitalmudique, il est au cœur du fait de précurseurs, de textes précurseurs, de discours précurseurs qui ressemblent comme une goutte d'eau au protocole des salles de Sion, en plus modeste. Et l'allemand est également important dans tous les débats qui ont été faits au congrès sioniste et qui sont en allemand. Ou en yiddish éventuellement, enfin surtout en allemand. Et donc, pour moi, tout le cœur du protocole des sages de Sion, c'est l'Allemagne, c'est l'Autriche-Hongrie. Dès 1909, comme je disais tout à l'heure, ils sont traduits en allemand et ils vont continuer à... et surtout, au moment de leur fabrication même, ils sont fabriqués à partir de l'allemand. Donc ils ont été fabriqués dans les années 99, à peu près de 1900. Hein, et tout est allemand, en fin de compte. Tout est allemand, y compris probablement la traduction de Maurice Joly. Ce qu'on peut d'ailleurs montrer, je crois, en montrant que le russe reprend des formes de la traduction allemande de Maurice Joly. Alors j'en ai parlé dans différents articles qu'on peut trouver, vous n'avez qu'à mettre Albron sur Google avec les protocoles des salles de Sion et vous avez tous les articles qui vont apparaître dans différents supports. Donc je crois qu'il faut dire c'est l'Allemagne qui est au cœur de cette question-là et que vous savez très bien quel sera le rôle de l'Allemagne ultérieurement. D'ailleurs les congrès de Berne, le procès de Berne des années 1930, où on poursuit un certain nombre d'éditeurs des protocoles de salutation, qui se déroule également en allemand. Donc le russe ne joue qu'un rôle secondaire. Alors pourquoi c'est paru en russe? Certains de mes interlocuteurs récemment disaient que c'était pour justifier les pogroms qui avaient lieu à ce moment-là. Mais à mon avis, dès la mort d'Alexandre, du tsar Alexandre, il y a effectivement une intensification des attaques contre les Juifs. Et il ne faut pas oublier aussi que le sionisme a pour objectif d'envoyer des Juifs russes ailleurs. Hein. Là aussi. Donc voyez-vous, il y a une espèce de binôme allemand-russe qui est intéressant. Parce qu'en fait, le problème posé par les Juifs à la fin du XIXe siècle, c'est qu'ils veulent quitter la Russie et en quittant la Russie, eh bien, ils risquent d'arriver dans d'autres pays où les Juifs sont déjà là et ils vont déstabiliser leurs conditions et leur image. Herzl le dit d'ailleurs très clairement sur son état juif. Hein, on ne veut pas que les Juifs viennent perturber le statu quo des Juifs occidentaux. Et c'est d'ailleurs une des raisons qu'il met en avant. Il va contacter les Rothschild ou le Hirsch en Belgique, en France, à Londres,
pour justement leur expliquer qu'ils ont tout intérêt à favoriser l'arrivée des Juifs en dehors de l'Europe, et notamment des Juifs russes, parce que autrement, ces Juifs russes, ils vont arriver carrément en Europe occidentale. Et je terminerai sur une petite réflexion anecdotique. Vous savez qu'il y a eu tout un débat, parce que là-dedans, il y a quand même l'édition, la première édition en français de l'État juif de Herzl. Alors je dis bien l'État juif et non pas l'État des Juifs. Je sais qu'aujourd'hui, la grande mode, c'est de dire l'État des Juifs. Alors c'est vrai que quand on traduit la version allemande der Judenstaat, littéralement, Judenstaat, ça signifie bien l'État des Juifs. Bon. Mais il n'empêche que Herzl a supervisé la traduction française, on est à peu près certain. Il l'a supervisé, et donc je dis qu'il savait très bien que ça s'appelait, qu'il voulait l'appeler l'État juif. Ça, c'est une certitude. Et c'est par la traduction française, la première traduction française, elle paraît, voilà d'ailleurs, l'État juif, essaie d'une solution de la question juive. Alors certains diront, mais c'est une traduction de l'allemand, une mauvaise traduction de l'allemand. Ben, peut-être, mais cette mauvaise traduction de l'allemand, comme vous dites, c'est une traduction qu'a parfaitement connue Herzl. C'est paru d'ailleurs dans la Nouvelle Revue Internationale. En français, c'est pas paru dans une revue comme en Allemagne ou comme en Autriche, mais c'est paru dans la Nouvelle Revue Internationale. Donc, c'est paru même en feuilleton. Et à mon avis, c'est la première édition. On pourrait discuter là-dessus, mais la première édition, à mon avis, est française, et elle s'appelle bien l'État juif. Maintenant, au niveau de la langue, de l'utilisation allemande, on dit par exemple die Judenfrage. Et personne ne conteste le fait qu'on traduit par la question juive. Alors, donc, si Judenfrage se traduit par la question juive, der Judenstaat doit se traduire par l'État juif. Je suis désolé.